Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Wassim Daoud, responsable du développement durable et RSE de la compagnie Ponant, créée il y a 33 ans. Il nous parlera notamment du commandant Charcot, ce navire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié qui prendra la mer cet été. Comment la viticulture peut-elle réduire son impact environnemental? Quel rôle la technologie peut-elle jouer pour relever ce défi? Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Getaround, plateforme d'autopartage et de location de voitures entre particuliers. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Wassim Daoud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le responsable du développement durable et de la RSE de la compagnie Ponant. Tiens, ça veut dire quoi, développement durable pour une compagnie de voyage haut de gamme? C'est quoi vos principes là-dessus? Notre compagnie est une compagnie de tourisme et de voyage avant tout qui a été créée par des marins il y a plus de 33 ans avec des valeurs fortes, avec une mission, celle de faire découvrir le monde à nos passagers tout en respectant la nature et l'humain. Et ces valeurs nous portent aujourd'hui dans notre développement. Donc pour nous, c'est très important de porter un intérêt à l'environnement, mais aussi à l'aspect culturel et social. Ça veut dire qu'il y avait cette idée-là dès la création de la compagnie ou c'est venu petit à petit finalement? C'est à l'origine de la création de la compagnie. D'ailleurs, le premier navire, c'est un voilier qui a fait plus d'1 million de 2000 marins propulsés à la force du vent. Donc c'est vraiment l'idée de départ, c'est d'aller dans des zones reculées, de faire découvrir ces endroits-là, de partager ça avec nos passagers, avec cette notion vraiment de respect et de préservation. D'ailleurs, nos bateaux sont toujours des bateaux à taille humaine, avec un nombre de passagers limité. Vous voyez, donc on est autour de 200 passagers en moyenne, on est sur une pression environnementale et sociétale très faible. Alors vous l'avez dit, cette compagnie a été créée par des marins il y a 33 ans, 2000 collaborateurs, dont 1500 marins aujourd'hui, et 13 navires en 2021, avec ce nouveau bateau dont je parlais en titre, le commandant Charcot. Alors il porte évidemment le nom du grand explorateur polaire français. C'est quoi les caractéristiques de ce bateau ? Ce bateau, comme le reste de la flotte, vraiment est porté sur les meilleures écotechnologies disponibles actuellement, mais sa particularité, c'est la propulsion hybride gaz électrique, c'est-à-dire on utilise le gaz naturel liquéfié, mais aussi le bateau est équipé de packs de batteries qui lui permettent de naviguer pendant 2 à 3 heures avec zéro émission, zéro bruit, dans le silence absolu. Et il peut être rechargé soit en navigation, soit à quai. Donc vous pouvez imaginer comme une voiture aujourd'hui hybride. Voilà. Et ça, c'est sur les 13 bateaux, c'est le seul qui a cette technologie, c'est la dernière innovation que vous avez intégrée à vos bateaux. Est-ce que ça veut dire que les autres sont trop polluants, d'une certaine façon? Non, c'est juste la politique de l'entreprise, c'est toujours d'utiliser les meilleures technologies disponibles au moment de la conception des bateaux. La technologie GNL est plutôt récente. D'ailleurs, la disponibilité du gaz liquéfié n'est pas... C'est un défi de trouver finalement les réseaux, les structures pour se fournir en gaz naturel. Ce n'est pas évident de trouver du gaz partout, donc il faut suivre l'évolution du marché et des technologies. C'est le premier qui dispose de cette technologie. Voilà. D'accord. Et vous avez déjà en tête l'évolution soit des bateaux existants, soit de nouveaux bateaux? C'est un investissement, j'imagine, assez lourd. Aujourd'hui, on a une flotte plutôt récente. Oui. C'est-à-dire, on a une flotte qui a moins de 10 ans. Donc, dans le monde maritime, c'est plutôt récent. On a les dernières technologies. On avait des projections avant la crise sur de nouveaux bateaux, mais vous savez, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il est difficile de se projeter dans l'avenir, en fait, par rapport à cette situation. Bien sûr. Alors, on va en parler justement de l'impact et de la reprise, l'entreprise pour le tourisme. Donc, commandant Charcot, ça veut dire que ces destinations seront uniquement polaires? Voilà, les destinations du commandant Charcot, pôle Nord
pôle sud. D'accord. Et c'est un navire d'opportunité, ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire qu'avec le commandant Charcot, on veut généraliser le projet Ponant Science. C'est un projet d'offrir toute la flotte Ponant aux scientifiques, mais c'est le premier navire qui dispose de 2 laboratoires et de 4 cabines qui sont dédiées entièrement à la science. Donc c'est vraiment un projet ambitieux d'offrir plus d'une vingtaine de croisières aux scientifiques du monde entier dans les zones où il n'y a quasiment pas de bateaux scientifiques actuellement. Donc ça veut dire que des scientifiques pourront gratuitement monter à bord du Ponant, c'est ça ? Et ça suppose quoi ? Ça suppose de proposer un projet précis d'exploration, d'observation ? Voilà, donc les scientifiques, par exemple, de la NASA, MIT, du LIPEV, IFREMER, CNRS, je parle de laboratoires français et internationaux. Aujourd'hui, on a des partenariats directs, mais on va aussi constituer un comité scientifique qui va lancer des appels d'offres aujourd'hui pour pouvoir proposer cette opportunité à d'autres organisations scientifiques. Voilà, avec des projets clairs et qui sont généralement autour des zones polaires. Voilà. Alors, la pandémie, on va en parler évidemment. Est-ce qu'elle oblige, on va commencer par la généralité, est-ce qu'elle oblige le secteur du tourisme à d'une certaine façon, réinventer son modèle économique ? Parfaitement, parfaitement. Nous, on se retrouve un petit peu dans ce modèle où on est sur des petits formats, des bateaux à taille humaine avec 200 passagers en moyenne. Donc, on est sur cette opportunité de pouvoir gérer des capacités limitées. Mais en même temps, on réfléchit sur l'avenir du voyage, l'avenir de la croisière. Comment on peut continuer à faire de la croisière tout en préservant à la fois la sécurité et la santé de nos passagers et l'environnement et la nature. Oui, mais vous, on est quand même dans du voyage haut de gamme. Tout le monde ne peut pas se payer une croisière sur l'un des bateaux de la compagnie Ponant. Donc la question, elle concerne plus le tourisme de masse. La question, elle concerne tous les acteurs du tourisme aujourd'hui. On doit être tous conscients de l'impact du tourisme et comment rendre le tourisme plus raisonné, plus raisonnable et plutôt à impact positif. Mais alors justement, quand on organise des croisières polaires, est-ce que l'écosystème polaire n'est pas par définition mis en péril par les croisières et par le tourisme, même si c'est un tourisme réservé à certains ? On pourrait imaginer ça, mais dans notre logique, on veut plutôt faire découvrir le monde sauvage à nos passagers dans les meilleures conditions, mais aussi en préservant ce monde-là, en observant de loin ce monde-là. Vous avez parlé du commandant Charcot. Aucun rejet n'est accepté sur nos bateaux, l'ensemble de la flotte. 0 rejet dans la nature. Le plus faible niveau d'émissions atmosphériques. Vraiment, on se positionne en tant qu'observateur et notre objectif, c'est de faire de nos passagers des ambassadeurs pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Est-ce que vous voyez poindre les signes de la reprise ? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Légèrement, progressivement, nous on vise une reprise fin juin avec des croisières notamment sur les côtes françaises, en Bretagne, autour de la Corse, en Méditerranée, en Islande, mais prudemment aussi, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, les réservations, il y a encore chez vos clients une certaine incertitude, c'est ça ? Ce n'est pas au niveau des clients, au contraire. On a une forte demande au niveau des clients parce qu'avec toutes les restrictions qu'ils ont vécues ces derniers mois, tout le monde souhaite vraiment reprendre de voyage, mais c'est plutôt au niveau des réglementations, des restrictions sanitaires internationales. On va parler, pour terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes, des actions de la Fondation Ponant, et notamment cette école en cours de construction sur l'archipel des Biragos, ou Bijagos, je ne sais pas comment on prononce. Ça se trouve où ? En quoi ce site est extraordinaire ? Voilà. Les Bijagos, c'est une île qu'on a découvert lors de la construction d'une nouvelle croisière. C'est en Afrique de l'Ouest. Ça appartient au Guinée-Bissau. Donc c'est une île qu'on a repérée avec un environnement, une nature sauvage magnifique. Et donc, pour préparer nos croisières, on fait des études d'impact environnemental et sociétal au préalable et des concertations avec les populations locales. Et on a découvert que les enfants n'avaient plus d'école depuis plus de 2 ans.
Donc on ne pouvait pas, nous, emmener nos passagers dans une situation comme ça. On ne pouvait pas rester passif par rapport à ça. Donc on a créé un partenariat avec une association locale qui est en train de construire depuis 2-3 mois maintenant une école pour permettre aux enfants de reprendre leurs études. On prend en charge la construction, mais aussi tous les frais pédagogiques, les salaires des enseignants, la cantine, les vêtements, tous les frais de scolarité. Et ça permettra aussi aux adultes de reprendre des études. Voilà. Et donc, c'est un projet de la Fondation Ponant. Merci Wassim Daoud, bon vent à vos navires et notamment au commandant Charcot. Voilà, on passe à notre débat sur la viticulture française. Comment la viticulture française peut-elle réduire son impact environnemental? On en débat tout de suite avec nous en visioconférence Christophe Rioux, qui est adjoint directeur des programmes de l'Institut français de la vigne et du vin. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur Rioux? Est-ce que ça marche? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Et avec nous en plateau, Charles Nespoulos, qui est président de Chouette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Chouette? Quel service vous proposez aux viticulteurs? Alors Chouette, c'est une société qui a été créée en 2015, oui. Notre objectif, c'est de proposer un outil clé en main de surveillance de l'état du vignoble, de surveillance automatisée de l'état du vignoble. L'objectif, c'est qu'on permet aux viticulteurs d'avoir une vision sur l'évolution du vignoble pour pouvoir agir au bon endroit au bon moment. En gros, ça nous permet ça permet aux viticulteurs de limiter les dégâts des maladies, de limiter les pertes de récolte, d'augmenter la qualité du raisin et donc du vin, et de limiter les intrants. Par intrants, j'entends produits phytosanitaires, désherbants, etc., etc. Alors ça, on va en parler en détail, évidemment, mais c'est quelle technologie? C'est des drones, c'est ça? Alors, nous, on récupère de l'information, donc c'est de l'imagerie de très haute résolution. Oui. On récupère grâce à des drones, mais pas que, on a aussi des capteurs embarqués, donc c'est des caméras qu'on met sur les tracteurs. On travaille aussi avec de l'avion pour faire de la prise de mesure. Ok, et c'est couplé à une intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. Une fois que ces images sont récupérées chez nous, on les traite par des algorithmes d'intelligence artificielle et d'autres algorithmes pour fournir un résultat facile à comprendre pour le viticulteur, qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme de mathématiques pour utiliser nos services. Ouais. Alors on parlera des intrants en détail, mais pour une maladie par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre technologie permet de détecter les premiers signes avant-coureurs d'une maladie, c'est ça? Exactement. Nous, en fait, on est capable de voir des taches de maladie qui peuvent être de quelques millimètres. Ce qu'un viticulteur pourrait faire, lui, sur le terrain. La grande différence, c'est qu'on récupère des milliers d'images par hectare, et ce qu'un viticulteur ne pourra physiquement pas faire, parce qu'au bout de 80 minutes, un être humain est plus capable d'être concentré. Pour arpenter un hectare de vigne, il faudrait 2 à 3 heures. Donc nous, on le fait automatiquement de manière beaucoup plus rapide, et surtout, on est exhaustif dans la prise de mesure. Donc, dès qu'il y a le moindre petite tâche, on la repère, on la montre au viticulteur, et donc il peut agir juste au bon endroit, au bon moment. Christophe Rioux, l'Institut français de la vigne et du vin, c'est un organisme technique et scientifique. Je voudrais quand même qu'on pose un peu le décor avant de parler des bonnes pratiques, et notamment de ce que vous mettez en place avec l'entreprise Chouette. Est-ce que c'est toujours une agriculture grosse consommatrice d'intrants, de produits phytosanitaires, la viticulture? Bonjour. Oui, l'Institut français de la vigne et du vin, c'est un institut de recherche et expérimentation. Nous sommes 160 collaborateurs présents dans tous les vignobles au plan français. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers la recherche de solutions innovantes. Et comme vous venez de l'évoquer, il y a un certain nombre de défis. La transition écologique en est un, et le changement climatique également. Nous venons de subir depuis il y a quelques semaines des dégâts importants de gel et d'aléas climatiques. Pour resituer le contexte, vous l'évoquiez, la stratégie bas carbone de la filière, elle a débuté dans les années 2000 avec les premiers bilans carbone qui ont mis en avant l'importance notamment du conditionnement et de l'aval sur l'impact carbone. C'est ce que les filières viticoles, la Champagne, Bordeaux, Cognac et un certain nombre d'autres régions ont mis en place pour réduire leur empreinte carbone. Et dès 2010, et avec la signature du plan filière en 2018, une ambition sur la transition écologique et la réduction importante en termes de réduction d'intrants. Donc, notamment, l'engagement qui a été pris par la filière là, dans le plan filière, c'est 50% d'exploitation en certification environnementale à l'échéance 2025. Et aujourd'hui,
Un chiffre, c'est la haute valeur environnementale, qui est un label porté par le ministère de l'Agriculture. C'est plus de 7000 exploitations qui sont certifiées HVE, avec une augmentation de 50% en 6 mois. Christophe Rioux, quand vous dites, je vous interromps, quand vous dites 50% des exploitations en 2025, on en est à combien aujourd'hui à peu près? Je vous dis à peu près 7000 et donc ça représente quel pourcentage? L'objectif, c'est 40 000 exploitations. Donc, vous voyez, il reste encore du chemin à parcourir, mais avec une progression très forte. Le label HVE, c'est simplement quelques années derrière nous. Mais ce n'est pas uniquement la certification environnementale, c'est également la certification bio. Aujourd'hui, des fortes progressions. On est à 12% de surface en bio et ça sera bientôt près de 15%. Là aussi, avec une augmentation très forte des surfaces viticoles. Donc, une transition et une rupture qui est à marche forcée, qui avance très vite avec un certain nombre de défis. Le premier, et notamment, c'est la réduction des herbicides. Là aussi, des objectifs très forts de réduction de 50% des surfaces traitées à 2025. Très clairement, à terme, c'est les alternatives aux herbicides en vigne. Alors justement, Charles Nespoulos, en quoi votre solution, donc drone, caméra sur les tracteurs, couplée à l'intelligence artificielle, comment vous pouvez faire baisser l'utilisation d'intrants, de produits phytosanitaires chez les viticulteurs ? Alors, notamment avec le projet qu'on fait avec l'IFV, nous, en fait, l'IFV a développé un outil qui permet de réduire les traitements grâce à l'expérience qu'ils ont acquise depuis une vingtaine d'années. La limite de leur outil, c'est qu'il y a besoin d'informations concrètes du terrain, très précises, qu'ils n'avaient pas forcément parce que la technologie n'était pas encore disponible. Nous, ce qu'on est capable, c'est de combler ce gap-là. On leur propose des analyses, donc état sanitaire d'un vignoble, état de vigueur, donc à quel point les vignes sont développées. On rentre ces informations-là dans les outils développés par l'IFV, qu'ils ont un petit peu adapté pour l'occasion. Et grâce à ça, on sort une cartographie qui permet de dire exactement ce qu'il faut mettre comme quantité de produits à tel endroit et à tel moment. Et alors simple, c'est ça. Oui, alors vous disiez tout à l'heure, rappelez-moi le chiffre, le taux de réduction potentiel des intrants dans une exploitation, c'est quoi? Alors sur l'exploitation, oui, entre 20 et 50% de réduction des traitements. Et alors, parce que la différence est importante, pourquoi dans certains cas c'est 20%, pourquoi dans d'autres c'est 50%? Parce qu'on est sur du vivant et on est sur quelque chose qui, sur des parcelles de vignes peuvent être très différentes les unes par rapport aux autres. Donc il y a certains cas de figure, on peut avoir un agriculteur qui travaille déjà très finement sa réduction de traitement, donc on ne va pas avoir énormément de gains. D'autres qui ont beaucoup de chemin à parcourir. Et donc là, on peut les accompagner sur toutes ces étapes-là. D'où les gaps, d'où les écarts qui peuvent être très importants. Christophe Rioux, une solution comme celle que vous avez développée, est en train de développer avec Chouette, ça vous a demandé combien de temps de travail? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y avait déjà un modèle mis en place par l'Institut français de la vigne et du vin, et vous l'upgradez, vous l'améliorez. Exactement. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique qui permet d'améliorer la performance de nos modèles, puisque le modèle est basé sur deux éléments, la modélisation des prévisions météo et ensuite la modélisation des prévisions des maladies. Et donc, le développement de ces modèles passe par cette notion de viticulture de précision qui va être, comme vient de l'évoquer M. Nespoulos, identifier les maladies de façon précise, être un peu plus en préventif et donc améliorer la performance de modèles. Ça, c'est le premier pas. On améliore également la performance de la pulvérisation. Pour être beaucoup plus précis, on traite que la cible et on réduit le nombre de passages. Ça permet de réduire là aussi de 50%. Et le stade ultime en termes d'innovation, et c'est des solutions qui sont déjà aujourd'hui disponibles, mais qui vont continuer à se développer, c'est le développement de variétés résistantes qui vont permettre qui sont moins sensibles aux maladies et qui aujourd'hui ont été aussi développées par l'IFV avec l'INRAE, notamment en termes de résistance aux principales maladies, mildiou et idiome. Ça veut dire que pour des viticulteurs, il y a quoi? Il y a une incitation à utiliser des solutions comme celle-là, parce que j'imagine que c'est un investissement. Alors, la première incitation, elle est économique, puisque réduire les traitements, ça permet de réduire les coûts de production. Donc, être plus précis, réduire la dose et améliorer la cible. Donc, c'est avant tout protéger la vigne. Donc, ça, c'est le premier élément en termes économiques, bien sûr.
Évidemment, si on se place dans un contexte aujourd'hui d'aide publique à la transition écologique, on peut citer le plan de relance qui encourage notamment l'investissement en agroéquipements performants, en matériel de traitement et notamment, je citais les matériels de pulvérisation. Donc ça, c'est un autre levier incitatif, hein, bien sûr. Et je dirais le plus important, ça reste l'enjeu qu'on a évoqué en début de débat, c'est cet objectif que s'est fixé la filière d'être en termes de certification environnementale pour la qualité et l'image des vins, hein, notamment pour les principaux que sont les consommateurs. Est-ce qu'il y a des vins plus, je mets des guillemets, hein, plein de guillemets, chimiques que d'autres? Est-ce que, je ne sais pas, le champagne utilise plus de produits phytosanitaires que, je vais dire n'importe quoi, le vin de Bordeaux? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de vins plus chimiques que d'autres. Non, les méthodes de production varient d'une région à l'autre, bien évidemment, notamment à travers les conditions agro-pédologiques. Hein. La viticulture en Languedoc, en Champagne et à Bordeaux est différente. En tous les cas, l'ensemble des régions se sont engagées dans cette voie, hein, comme je l'évoquais. On constate également un point important, c'est le développement de l'enherbement du vignoble avec des enjeux importants. On parle aujourd'hui beaucoup de stratégie bas carbone. La filière s'est engagée en 2021 sur ce référentiel bas carbone. Juste un exemple, c'est certes réduire les émissions de carbone, mais aussi pouvoir demain stocker du carbone dans les sols. Et l'enherbement du vignoble qui se généralise, il suffit aujourd'hui de se promener dans les vignes en début de printemps, de voir l'ensemble des sols enherbés. C'est une source de captage de carbone, de CO2 supplémentaire pour séquestrer du carbone et réduire l'émission de gaz à effet de serre. Effectivement, on en avait parlé notamment avec un producteur de champagne ici même il y a quelques jours. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter donc cette solution de chouette pour réduire les intrants, les produits phytosanitaires dans la viticulture. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas autopartage, tiens, au programme. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Getaround aujourd'hui. Bonjour Simon Balderou, bienvenue. Merci, bonjour, merci pour votre accueil. Dirigez Getaround Europe, plateforme d'autopartage. Vous êtes leader en Europe ? Oui, on est leader. En fait, Getaround, c'est même le leader mondial, la plateforme leader mondiale de l'autopartage, avec une forte présence aux États-Unis et en Europe, notamment en France, qui est notre principal marché. Combien de villes en France ? Alors en France, on a plus de 500 villes. Après, on est particulièrement présent dans les très grandes villes, comme Paris. À Paris, simplement, Paris et proche banlieue, on a plus de 4000 véhicules qui sont disponibles en libre service instantanément. 4000 véhicules, c'est exactement le nombre qu'avait Autolib. Donc vous avez pris la place d'Autolib, à peu de choses près. On a pris exactement la place d'Autolib. Alors c'est quoi le principe de Getaround ? Alors le principe, c'est que c'est une place de marché, ce qui veut dire que les véhicules ne nous appartiennent pas. On s'appuie sur des milliers de propriétaires, que ce soit des particuliers comme vous ou moi qui pouvons décider de mettre notre voiture en autopartage pour la partager avec d'autres, ou des professionnels de la location de voitures. Qui également mettent leur véhicule. Et l'intérêt, c'est de pouvoir ouvrir et déverrouiller le téléphone, la voiture avec son téléphone de façon instantanée. Donc ça veut dire que c'est quasiment l'exclusivité du service aujourd'hui. Au lancement de Getaround, il fallait rencontrer le conducteur, c'est ça, le propriétaire ? Oui, alors ça c'était à l'époque de ce qu'on appelait Drivey, qui était la société française que Getaround a racheté en 2019. Effectivement, à l'époque, il fallait se donner rendez-vous et échanger les clés. On n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, c'est vraiment l'instantané. La mission de Getaround, c'est de proposer un service qui soit tellement pratique que vous n'avez plus besoin de posséder votre voiture individuelle. Getaround, c'est l'alternative à la possession individuelle de véhicules. Vous avez évidemment évalué l'impact environnemental de ce service, ça donne quoi ? Le principal impact, c'est de diminuer le nombre de véhicules en circulation. Aujourd'hui, si on prend vraiment de façon mondiale, il y a 1,4 milliard de véhicules dans le monde. Je crois que ça représente 25% des émissions carbone dans le monde, c'est le transport. Et une voiture, c'est utilisé en moyenne 4% du temps. Donc le gros enjeu en termes environnementaux, c'est de diminuer le nombre de véhicules en circulation et donc de partager les véhicules.
Et donc, une voiture partagée, c'est combien de voitures qui prennent pas la route, quoi, en quelque sorte? L'ADEME estime qu'il y a au moins 4 voitures individuelles peuvent être remplacées par une voiture en autopartage. Ouais. Est-ce que c'est une activité, on peut parler d'un mouvement de fond, mais c'est une activité qui a été forcément freinée par la pandémie. À quel point? On a été violemment touché du jour au lendemain. Ouais. Le premier confinement, on a perdu 90% du trafic de façon instantanée. Même lors des dernières mesures, avec la limitation des 10 km, on a été impacté à peu près de 50%. Néanmoins, on est une entreprise extrêmement agile. On n'a pas la possession des véhicules. Donc, notre gros enjeu, c'était de protéger nos propriétaires de véhicules qui, eux, avaient effectivement des difficultés. Et il a fallu les accompagner. Ça veut dire quoi? Comment vous les avez accompagnés? Il a fallu essayer de les guider encore plus sur à quel endroit et comment il fallait orienter leur véhicule. On a essayé de faire des efforts également en termes commerciaux pour nos partenaires. Et les signes de reprise, vous les voyez poindre là, ça y est? Oui, les signes de reprise, ça y est, ils sont là. C'est assez rapide en fait. Ça fait 15 jours que le pays en France est déconfiné. En tout cas, on a les perspectives de confinement. Et la possibilité d'aller au-delà de 10 km. Donc l'Ascension était un très beau week-end. La Pentecôte s'annonce très bien et on est très confiant pour juin, juillet, août, qui devraient être des très gros mois d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous imaginez continuer de grandir en France et en Europe? Oui, bien sûr. Alors, en Europe, on est, comme j'ai dit, le plus gros acteur. On a 50 000 véhicules disponibles sur la plateforme et on adresse vraiment tous les types d'usages. Donc, si vous voulez une voiture pour partir à une réunion ou faire des courses, vous pouvez la louer pour quelques heures. Si vous voulez partir avec votre famille pendant tout le mois d'août, vous pouvez également. Donc, on adresse vraiment tous les usages. Et donc, l'idée, c'est vraiment que Getaround n'est pas en fait un substitut à la location de voiture, c'est un substitut à la possession du véhicule individuel. Et donc le marché est absolument gigantesque en France et dans tous les pays européens. Avec tous les modèles de voitures, est-ce que vous voyez aussi la mutation du thermique vers l'électrique ou vers l'hybride? Oui, alors on a effectivement tout type de véhicules, des utilitaires, des berlines, des cabriolets, des SUV, des citadines. Le gros enjeu, je l'ai dit, c'est de diminuer le nombre de voitures. C'est ça le principal enjeu. Et là, effectivement, c'est encore essentiellement des voitures thermiques. Après, il y a un deuxième effet qui est effectivement de migrer vers des voitures électriques. Ça, c'est le deuxième enjeu de notre ambition environnementale. Merci beaucoup, merci Simon Balderou-Bonvent à Getaround. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 ou 24h sur 24 sur bismart.fr. Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.